Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondistes ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marion. Marion et sa famille sont partis il y a environ 2 ans pour une vie nomade en mer. Ils voyagent en voilier, ils ont 4 enfants. Marion nous parle du changement de vie. Comment est née cette folle idée de partir sur les mers? Comment ça se passe? Les 4 enfants sont âgés de 10 à 18 ans, donc on va parler aussi d'école en famille avec des examens à passer, des programmes de lycéens assez chargés. On va parler aussi de la nécessité de se créer une routine quand on est nomade, puisqu'ici on ne parle pas d'une parenthèse, d'un congé sabbatique ou de quelques mois dans une vie, on parle vraiment d'une vie entière, c'est leur vie, le voyage et leur mode de vie. Et donc ça soulève plein de questions qui sont assez différentes par rapport à des sujets de tour du mondiste par exemple, de voyageurs au long cours ou de voyager avec sa famille pendant quelques mois. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marion. Bonjour Floriane. Bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par te présenter, toi et ta petite famille? Oui, merci de m'accueillir. Donc, je suis Marion, j'ai 52 ans et avec Yvan, mon mari, nous avons 4 enfants donc, qui vont de 18 ans à 10 ans, qui s'appellent Anne, Claire, Agathe et Antoine. Et donc, depuis 2 ans presque maintenant, nous sommes partis en mer. Nous vivons sur un voilier. Donc, c'est un véritable changement de vie. C'est-à-dire que c'est pas une parenthèse sabbatique. On a vraiment tout organisé pour vivre en voilier durant un temps pour le moment indéterminé. Donc voilà notre vie depuis même un petit peu plus que 2 ans, puisque on a vécu une année sur le bateau en travaux à le rénover avant de partir vraiment en mer. D'accord, donc ça fait presque 3 ans du coup que vous avez quitté, on peut dire, une vie sédentaire pour vous lancer dans cette aventure et qui a commencé donc avec des travaux. Comment vous est venue cette folle idée de vivre sur un voilier? Alors c'est venu assez rapidement dans le sens où c'est vraiment un soir où on était tous les deux en train d'échanger et moi j'avais vu, non pas pour la première fois, mais revu dans une émission une famille qui voyageait et je pense que ça nous piquait déjà depuis un moment. Et là, cette fois-ci, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça a vraiment semé une graine. Et après, en fait, les choses se sont enchaînées assez rapidement dans l'idée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu envie d'avoir une expérience de ce genre, on pouvait plus reculer. Une fois qu'une idée est semée, c'est difficile de revenir en arrière. En revanche, il faut s'en donner les moyens et ça a été beaucoup plus long. On a mis 7 ans en tout quand même à préparer le voyage. Ça aurait mis moins longtemps si on était parti une année sabbatique. Mais là, d'organiser vraiment un changement de vie, c'était beaucoup plus long. Et puis, il y avait aussi l'histoire du bateau, puisque Yvan, lui, voulait vraiment partir en bateau, mais en revanche, il savait pas du tout naviguer. Donc, ça faisait partie, on va dire, des choses à préparer qui étaient quand même assez importantes et qui ont pris du temps. Parce qu'en plus, on n'habitait pas spécialement au bord de la mer, on était à Lille. Donc, il a trouvé une association à Dunkerque, c'est-à-dire à 1 heure de route. Donc voilà, il naviguait dès qu'il pouvait.
on naviguait jamais à deux puisqu'il fallait bien qu'il y en ait un qui soit avec les enfants. Et puis moi, j'avais déjà une bonne expérience de navigation, donc j'avais vraiment beaucoup moins à apprendre que lui qui partait de zéro. Toi, tu naviguais déjà, tu avais déjà, je sais pas, peut-être ton permis bateau ou étant enfant, tu avais déjà fait du bateau, des choses comme ça? Alors déjà, pour naviguer, on n'a pas besoin de permis bateau pour naviguer sur un voilier. Oui, c'est vrai, oui. On a eu quand même à le passer parce qu'on a une annexe avec un moteur de 15 chevaux et là, le permis est obligatoire. Mais pour naviguer sur un voilier, on n'a pas besoin de permis. Alors moi, j'avais effectivement fait beaucoup de voile quand j'étais ado et jeune femme, mais en voile légère, voile sportive. Donc, j'avais jamais navigué en croisière. Mais j'avais déjà, on va dire, toutes les bases et d'un bon niveau, puisque j'ai un niveau monitorat de voile, donc j'avais un bon niveau de voile. Donc voilà, j'avais toute cette partie-là n'était pas du tout à apprendre. Donc lui, il avait quand même beaucoup plus à apprendre que moi. Il partait de zéro, vraiment de zéro. Donc voilà, ça a été quand même assez long. Il a énormément navigué dans cette association, puis il a fait des stages de plusieurs semaines entières dans des écoles de voile. Et puis après, il a aussi eu des expériences de traversée avec des équipages, donc ça a pris du temps. Et moi, finalement, j'ai pas tellement eu l'occasion de naviguer avant que l'on parte, puisque voilà, c'est lui qui naviguait surtout. Et donc moi, tout ce que j'ai eu à apprendre, je l'ai appris au moment où on est parti finalement. Mais lui, il avait un très bon niveau. Il était chef de bord. Donc voilà, ça a pris quand même pas mal de temps à préparer. Ouais, je veux bien imaginer. Pour répondre à ta première question, c'est vrai que voilà, c'est venu assez rapidement, mais après la préparation, elle a été beaucoup plus longue. Pour le changement de vie réel, ça a été vraiment long. Est-ce que vous avez dû réorienter aussi vos carrières professionnelles ou est-ce que vous aviez déjà des métiers qui pouvaient se faire en étant nomade? Non, c'est ça effectivement qui a fait aussi que c'était long. C'est que on n'avait pas du tout un métier qui nous permettait de continuer. On a réfléchi quand même à un moment parce que alors on avait déjà changé de métier depuis quelques années. On était créateur en fait d'accessoires textiles que l'on vendait sur des salons essentiellement. Donc on a réfléchi à un moment quand même à continuer à trouver quelqu'un qui pourrait vendre ou faire de la vente sur internet. Mais en fait, il y a eu toute une conjoncture qui a fait que finalement c'était vraiment pas la solution et puis ça aurait été trop compliqué à porter en termes financiers, le stock. Donc on a abandonné complètement cette idée. Donc on a terminé on a liquidé notre stock, on a arrêté notre petite entreprise et puis on s'est reconverti dans l'idée effectivement de travailler en tant que nomade et ça a pris effectivement du temps. Moi, j'ai fait une formation pour être correctrice, rédactrice. Yvan, il avait fait pas mal de formations pour faire de la vidéo. Bon, finalement, il va pas continuer dans cette voie-là, mais on avait déjà, on va dire, semé des graines pour changer de métier. Après, on est parti sans avoir d'assurance par rapport à ces nouvelles activités professionnelles. On n'est pas parti en ayant une entreprise qui fonctionnait et un métier qui roulait quoi. Donc okay. ça a été vraiment un grand saut. Hein. On est parti avec des compétences, mais en faisant un pari de reconstruire notre vie professionnelle une fois qu'on serait parti. Ok. Donc, et j'imagine quand même que vous êtes parti avec un gilet de sauvetage, avec un petit matelas pécunier, histoire de voir venir pendant quelques mois, ou c'était carrément un grand saut. Non, clairement. Hein. Autant je pense qu'on fait partie de ceux qui ont pris beaucoup de risques, beaucoup plus que si on était parti un an sabbatique en ayant notre métier qui nous attendait, notre maison qui nous attendait. Là, on a vraiment tout lâché, mais on n'est pas complètement fou quand même. On a justement été obligés,
vraiment. Je dis ce terme-là parce que je pense que sinon on aurait aimé la garder, mais on a vraiment été obligé de vendre notre maison. D'abord pour acheter le bateau parce que ça passait pas en fait. On n'avait pas assez de réserves pour pouvoir acheter un bateau tout en gardant notre maison. Donc de toute façon, ça on n'avait pas le choix, mais en plus ça nous permettait effectivement en vendant la maison d'avoir un petit coussin de réserve pour ne pas se sentir complètement stressé et avoir le couteau sous la gorge puisque justement on n'avait pas d'activité déjà pécuniaire. Donc c'était pas encore installé quoi. Non, il nous fallait une réserve et on l'a toujours et on est bien content de taper dedans parce que on construit petit à petit notre activité professionnelle, mais voilà, les revenus sont quand même encore très légers et c'est un gros pari. On a osé ça, on est content de l'avoir fait, mais c'est vrai que c'est quand même audacieux, je reconnais. Ouais. Et du coup, je voudrais pas vous porter la poisse, mais si jamais ça ne décolle pas, vous avez déjà un plan B, des envies particulières ou vous n'y pensez pas encore parce que pour le moment c'est le plan A et on se donne à fond pour celui-ci? Exactement. Pour l'instant, la question se pose pas. Notre activité commence à fonctionner. C'est tout doucement, mais ça commence. On prend le temps. C'est pour ça aussi que on fait pas du tout la course. Là, on s'est arrêté plusieurs mois parce que on a eu besoin justement de se poser parce qu'en fait la conclusion des premiers mois de navigation, c'est que c'est quand même très 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 intense. Voyager déjà est intense. Avoir une famille nombreuse, c'est intense. Faire l'école à la maison avec une famille nombreuse, c'est intense. Naviguer, c'est intense. Donc tout ça cumulé. Et puis j'ai envie de dire aussi, changer de vie, c'est intense. Parce qu'en fait, c'est un tel bousculement de tout changer comme ça. Tous nos repères ont changé. Surtout, la vie en mer, c'est quand même encore un autre stade, je pense, parce qu'il y a un élément qui est différent. Nous, une de mes filles et moi, on a beaucoup souffert du mal de mer, donc physiquement, ça a été aussi très difficile. Donc, toutes ces adaptations et toutes ces intensités cumulées font que si on veut en plus construire un projet pro, on peut pas voyager à temps plein tout le temps. Enfin, c'est juste pas possible. Il faudrait des journées de 72 heures et encore. Donc, du coup, on a préféré y aller tout doucement. En plus, on avait au moment de partir notre aîné qui était déjà en fin de première et qui passait le bac français et qui, du coup, dans les quelques premiers mois après le départ, était en terminale, en candidat libre et qui a dû travailler son bac. Donc, très rapidement, finalement, on a voyagé et navigué plusieurs mois et puis on s'est arrêté pour que pendant les 6 derniers mois de sa terminale, elle puisse vraiment travailler dans des bonnes conditions. On était au port et nous, du coup, on en a profité aussi pour travailler, pour refaire des travaux aussi. Mais donc, on avait vraiment besoin de ce temps-là pour se poser et pour avoir un peu plus de temps pour travailler, justement. Donc, tu as déjà vraiment là abordé beaucoup de sujets différents. Je pense qu'on va revenir sur cette vie à bord et l'équilibre du coup entre la vie de famille, le projet de voyage, de découverte et puis quand même la réalité qui est le travail, l'école, etc. On y reviendra juste après. Je voulais revenir encore un tout petit peu sur avant le départ. Est-ce que tu saurais dire, parce que c'est pas une question très facile, mais je pense que vous avez eu le temps d'y réfléchir quand même, quels étaient les objectifs profonds que vous cherchiez à remplir avec ce changement de vie? Parce qu'on ne change pas comme ça de vie du jour au lendemain, juste parce que c'est sympa d'aller passer un peu de temps en mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. C'est clair, et là tu touches du doigt quelque chose qui est très important pour moi, que je valorise très souvent, parce que Yvan comme moi, on est à la fois intuitif. Donc là, on a une idée qui s'est lancée et on s'est senti appelé. Vraiment, j'ai envie de parler d'appel.
mais en même temps, on est aussi très intellectuel, très rationnel, et donc on a vraiment eu besoin effectivement de comprendre. Parce que aussi, on savait que pour pouvoir vraiment tenir un cap, il fallait avoir une vision. Et aujourd'hui, vraiment, je pense que si on n'avait pas fait ce travail de compréhension profonde du pourquoi on voulait ce changement de vie, je pense qu'on aurait eu plus de mal à tenir le cap. Et même encore aujourd'hui, dans les moments qui sont pas faciles, parce qu'il y en a vraiment, et on a eu des grosses déconvenues depuis le départ. Et des changements de cap, et bien dans ces moments-là, le fait justement d'avoir travaillé ce pourquoi profond, c'est en fait, je parle souvent d'encre, c'est vraiment ça. On s'appelle l'ancrer les voiles pas pour rien, c'est parce que il y a vraiment un ancrage qui nous permet justement de bien déployer nos voiles et d'y aller. Oui. Et donc, effectivement, on a beaucoup réfléchi. Tous les deux séparément, on a fait un travail d'introspection et puis après on s'est mis ensemble pour compiler tout ça et on se rejoignait vraiment. Une chose évidente pour nous, ça a été ce besoin de vivre une expérience de vie très forte. Tu vois, on se sentait appelé par un besoin en fait d'avoir une vie extraordinaire, donc un peu dans les deux sens, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. On avait vraiment besoin d'investir dans une expérience qui sort de l'ordinaire, parce qu'on sentait que voilà, c'était un chemin vraiment qui nous appelait pour tout ce que ça allait nous apporter, et ça je vais y revenir. On avait envie d'avoir une expérience qui sortait de l'ordinaire, mais aussi extraordinaire au sens de voilà, ça nous fait vivre des moments mais tellement forts en famille, d'avoir des souvenirs incroyables de tout ce qu'on allait rencontrer, de tout ce qu'on allait connaître du monde, quoi. Voilà, on avait vraiment envie de ça. Donc ça a été la première raison. Et du coup, on a vraiment fait aussi un travail du pourquoi, tu vois. Et ce qu'on a réussi à sortir, on a vraiment bien aimé cette idée justement de s'interroger sur des verbes. Qu'est-ce qui nous animait en termes de verbes? Parce que des verbes, c'est une action. Donc c'était des valeurs, mais sous forme de verbes. Et donc on a sorti 5 verbes. Pour nous, le premier, c'était oser. Donc, ce qui était très important, voilà, dans cette expérience qu'on voulait avoir, c'était de nous montrer à nous-mêmes et aussi de montrer à nos enfants, parce que pour nous, c'était une véritable école, de leur montrer qu'on peut suivre ses rêves, oser suivre ses rêves, que même si éventuellement on n'y arrive pas, on aura vécu déjà une expérience incroyable. Donc ça, c'était vraiment un verbe très fort pour nous. Oser, c'est presque ce qu'on met en premier. Le deuxième verbe, c'était s'alléger. Et alors, il est important au sens à la fois matériel et spirituel, j'ai envie de dire. Matériellement parlant, on ressentait vraiment le besoin de se libérer un petit peu du trop-plein matériel de notre vie terrestre. Et pourtant, on faisait vraiment très attention à ce que l'on consommait et à ce que l'on avait à la maison depuis toujours, j'ai envie de dire. Mais là, en fait, on avait vraiment envie de se dégager du superflu. Et le fait de vivre dans un voilier, ça nous a aussi obligés à être encore plus sur cette voie, parce qu'on a dû faire un tri de dingue. Pour vendre notre maison et vider notre maison, on a dû quasiment tout se débarrasser de tout en fait. Donc ça a été vraiment très important, et de pouvoir aussi montrer aux enfants qu'on n'avait pas besoin de tant de choses que ça pour vivre. Voilà, ça faisait partie de notre pourquoi. Et puis sur un plan spirituel, c'était plus se dégager des obligations sociétales, tu vois, voilà, ce qui a été difficile, nous, dans notre projet, ça a été de se faire un petit peu reprocher de sortir du cadre, de faire différemment, d'élever nos enfants différemment,
qu'ils allaient être en décalage, toutes ces choses-là. Et pour nous, c'était aussi s'alléger de toutes ces injonctions, de montrer aussi à nos enfants et puis à nous-mêmes que on peut vivre autrement en mettant des gilets de sauvetage, comme tu disais. Faut pas non plus faire n'importe quoi, mais en tout cas, c'était quelque chose de très important pour nous, voilà, de s'alléger un peu des injonctions. Le troisième verbe, c'était rencontrer. Donc rencontrer, c'était à la fois le monde, par le voyage, la découverte des cultures, les gens. On avait vraiment envie de rencontrer, et alors là, on s'est pas trompé du tout. Enfin, pour l'instant, on s'est pas trompé du tout sur toute la ligne d'ailleurs. Donc de rencontrer, on rencontre à la fois des gens en bateau incroyables, qui viennent tous de milieux différents, de cultures différentes. C'est assez étonnant d'ailleurs de ces rencontres entre voyageurs, et puis de rencontrer aussi les gens sur place. Et c'est pour ça qu'on aime bien voyager lentement, parce qu'on a aussi le temps du coup d'être un peu imprégné de la culture du lieu, et ça c'est important pour nous. Et puis de se rencontrer aussi nous-mêmes, j'ai envie de dire, parce que c'est avant tout un voyage intérieur. Donc ce verbe rencontrer, il est essentiel. Le quatrième verbe, c'était apprendre. Apprendre, c'est évidemment justement tout le résultat des expériences. Nous, comme je disais tout à l'heure, c'était investir. Finalement, le pourquoi, c'est investir dans une expérience. Et pourquoi ? Parce que justement, ça nous apprend tellement de choses. Donc voilà, on apprend de ce qu'on rencontre dans le monde, mais c'est aussi une expérience de vie. Et donc, ce voyage nous fait tellement apprendre sur nous-mêmes et sur tellement de choses. Et puis, le dernier verbe, c'était partager. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que, voilà, tu vois, j'aime bien participer à des podcasts, que je partage sur mon compte Insta et Facebook. J'ai un projet de podcast aussi en cours, parce que ça faisait vraiment partie en fait du voyage. On avait l'impression que si notre expérience restait circonscrite à notre milieu familial, à notre noyau familial, on serait pas complètement comblé. On avait vraiment envie de cette valence partage pour pouvoir finalement transmettre quelque chose, échanger. Et puis parce qu'il y a un retour quand on échange, on reçoit aussi. Donc et voilà, ça, je suis surprise au-delà de ce que j'espérais par rapport à ce partage, parce que finalement, voilà, la communauté que j'ai sur Instagram et sur Facebook, c'est une merveille. C'est vraiment quelque chose de génial. Finalement, les réseaux sociaux, quand ils sont utilisés pour transmettre ce qui vraiment nous anime et ce qui nous semble important à apporter et à recevoir de la communauté, c'est vraiment super, les réseaux sociaux. Donc voilà les 5 verbes qui expliquent le pourquoi du pourquoi de notre projet. Et c'est vrai que, comme je te disais pour commencer, qu'à chaque fois que j'ai un moment difficile, je me raccroche à ça, et finalement c'est extrêmement important, je pense, de savoir pourquoi on y va. D'ailleurs, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Et c'est un peu ça. Donc, peu importe finalement si on y arrive, parce que c'est le chemin qui est le plus important, mais c'est quand même important d'avoir un cap. Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, tu disais que vous avez fait ce travail un peu d'introspection, donc d'abord chacun de votre côté, et puis ensuite vous avez échangé sur le sujet vraiment avec Yvan. Et qu'en est-il des enfants ? Comment est-ce que eux, ils ont accueilli l'idée déjà de changer de vie, de tout quitter pour partir vivre sur un bateau ? J'imagine, en plus, comme vous avez mis quand même du temps à pouvoir concrétiser ce projet, il y a sans doute eu plusieurs phases, surtout que vos enfants avaient des âges assez différents. Et est-ce que eux aussi, ils ont eu l'occasion, du coup, de trouver une motivation profonde, finalement, à vous suivre dans l'aventure ? Alors oui, ils étaient tout jeunes, puisque notre aînée, elle avait 9 ans, et notre plus jeune, il avait 1 an. Ouais. Donc lui, il a vraiment été élevé dans le projet.
Donc, quand on leur en a parlé, c'était l'emballement général. Bon, après, ils étaient jeunes, ils se rendaient pas forcément compte, mais enfin, oui, c'était vraiment l'emballement général. Très régulièrement, en fait, puisque ça a duré quand même un certain nombre d'années, très régulièrement, on faisait le point avec eux. C'était vraiment un projet familial depuis le départ, où on les faisait participer aux différentes étapes. C'était vraiment le sujet, on va dire, le sujet qui nous guidait en famille. Donc, le voyage était déjà là, en fait. Et puis, c'est vrai que c'était aussi important qu'ils voient cette longueur et cette difficulté de préparation, parce que, comme je disais tout à l'heure, pour nous, c'était important de leur montrer que on pouvait oser ses rêves. Et ça, finalement, ils l'ont vu. Tu vois, ils savent combien ça a été difficile pour nous et combien on a eu de moments de limite renoncement. Il y a eu plein de fois où on a cru qu'on n'allait jamais y arriver, parce qu'en plus, je me souviens, il y a eu le Covid qui est arrivé là-dessus à un moment. Donc, au moment où le Covid est arrivé, on s'est dit, bon, voilà, c'est foutu, tout est mort. Moi, j'ai perdu mon père, Yvan a perdu sa mère. On a vécu des choses très, très compliquées. On a eu un enfant malade aussi entre-temps. Donc, on a vraiment vécu des moments où on pensait que ça serait peut-être pas possible, mais on a toujours tenu. Et eux, ils ont vu tout ça et ils ont vu qu'on a réussi. Et donc, je trouve que ça, c'était vraiment très, très important parce que aujourd'hui, notre grande, en plus, nous le montre, puisqu'elle a pour projet de partir faire ses études en Angleterre. Depuis ses 12 ans, elle a ce projet-là. Elle a vraiment tenu les rênes de son projet à elle dans le projet. Ça a été très compliqué et c'est encore compliqué parce que c'est pas facile d'aller faire des études en Angleterre aujourd'hui avec le Brexit. Oui. Et en fait, elle me l'a dit que notre exemple lui a donné la force de s'accrocher à un rêve et d'avoir confiance en ses capacités de le faire. Donc ça c'est vraiment, je trouve, un succès. On voulait ça et finalement c'est une réussite. Et aussi, en fait, on a commencé l'école à la maison dès le début de notre projet, parce que quand j'ai commencé à me renseigner sur l'instruction et à mettre un petit peu la tête là-dedans, finalement on a réalisé que ça nous parlait d'ores et déjà. Donc on n'a pas attendu de partir pour le faire. Alors ça a compliqué un petit peu les choses parce que on avait déjà notre entreprise, on avait en plus la préparation du projet. Donc ça nous rajoutait un truc que de faire l'école à la maison. Et ça a sans doute un petit peu, on va dire, rallongé le temps de préparation. Je pense que si nos enfants avaient été à l'école, clairement, on aurait peut-être pu partir plus tôt. Enfin voilà, ça a été comme ça. Et ça a été vraiment une très très belle aventure que cette école à la maison, qui nous a aussi encore plus confirmé qu'on voulait vraiment cette vie-là, parce qu'on est devenu vraiment très acteur de l'instruction de nos enfants. Et puis on voyait bien que dès qu'on voyageait, le voyage nourrissait énormément leur instruction. Et donc, c'est venu vraiment confirmer qu'on avait envie de leur offrir une vie voyageuse. Mais je parlais de l'instruction en famille parce qu'il y a eu un moment où, quand on parlait du projet de bateau, les enfants devenaient presque un peu pessimistes parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'on était sur ce projet-là. On ne voyait pas encore comment ça allait pouvoir vraiment aboutir. Et donc, quand on en parlait, ils avaient tendance à nous dire « Oui, mais enfin bon, vous dites toujours qu'on va partir, et puis on n'est toujours pas parti, on partira jamais. » Donc, ils nous mettaient un peu la pression, eux. Et donc, moi, dans ces moments-là, je leur disais aussi que c'était une possibilité qu'on ne réussisse pas finalement à faire aboutir ce projet. Mais que dans tous les cas, et que c'était pour ça que c'était important de pouvoir oser quand même, mais que dans tous les cas,
tout ce qu'on aurait appris et tout ce qu'on aurait vécu comme expérience durant cette préparation, durant cette mise en route, elle en valait la peine. Et donc à ce moment-là, une des filles qui devait avoir 10 ou 12 ans m'a répondu « Mais oui, c'est vrai, t'as raison, rien que pour l'école à la maison, ça valait déjà la peine de le faire. » Et donc ça, je trouvais ça génial parce qu'ils avaient compris que voilà, se mettre en route vers un projet, comme je disais tout à l'heure, finalement l'objectif est important, mais le plus important, c'est le parcours et le chemin vers cet objectif. Et là, eh bien, elle avait compris que déjà ce qu'on vivait en route, en soi, était déjà suffisamment important et que même si on n'y rêvait pas, eh bien, on aurait quand même vécu quelque chose de fantastique. Ouais. Donc, et que seul ce projet nous, comment dire, que l'on n'aurait pas vécu si on n'avait pas, si on s'était pas mis en route vers ce projet. Ouais. Donc ça, c'était vraiment chouette. Donc les enfants étaient vraiment, comment dire, très mêlés à ce projet, évidemment, et toujours très enthousiastes. Et on le vérifiait régulièrement, même à la fin où, du coup, nos aînés étaient quand même plus grandes. Hein. On est partis, notre aînée, elle avait 16 ans. Donc on vérifiait quand même bien avec elle que c'était OK. Et ça, c'était vraiment important pour nous. Et donc, ça l'a toujours été. Et on a fini par partir. Et donc là, ça fait presque 2 ans que vous avez quitté le port dans lequel vous avez fait les travaux pendant quelques mois. Est-ce que tu pourrais nous dresser un petit peu le tableau, comment ça se passe la vie à bord, de quoi c'est fait? On est parti alors que notre aîné était en train de passer le bac français. Donc les débuts ont été un petit peu compliqués parce qu'il y avait ce bac français, il y avait toute l'adaptation à cette nouvelle vie qui au début a vraiment pas été simple, d'autant plus que elle et moi justement, notre fille aînée qui passait le bac et moi, on avait un mal de mer assez terrible. Donc ça n'a pas été évident du tout. En plus, il y avait, on va dire, des conflits d'intérêts dans le sens où on avait cet aîné qui avait besoin de travailler et les petits qui, eux, vivaient leur meilleure vie parce que une fois l'école à la maison terminée, ils passaient leur après-midi dans l'eau, à plonger, à s'amuser. Enfin bon, c'était super pour eux, quoi. Donc oui, il y a eu des moments quand même très, très compliqués en famille. Et puis la vie à bord, c'est très différent de la vie terrestre parce que tout est... Alors j'ai envie de dire que d'un côté tout est plus simple et tout est plus compliqué. Tout est plus simple dans le genre où il y a beaucoup moins de choses, mais du coup, c'est là où on réalise qu'on a un confort terrestre incroyable. Et une fois qu'on l'a plus, ça demande quand même beaucoup de travail. Donc voilà, faire les courses quand on est au mouillage. Donc au mouillage, c'est quand on a jeté l'ancre. Donc on est à l'arrêt près des côtes, mais on n'est pas au port. Donc là, ça veut dire que pour aller à terre, il faut prendre l'annexe, c'est-à-dire le petit Zodiac, et accoster à terre. Donc déjà, ça peut être compliqué parce qu'il n'y a pas toujours des endroits pour accoster. Donc on se retrouve, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a des expériences de dingue. On se retrouve parfois dans les vagues avec le bateau qu'on n'arrive pas à arrêter. On a de l'eau partout. On retrouve le bateau 1 heure après, il est recouvert d'algues. Enfin bon, c'est vrai que c'est épique et que tout devient un petit peu folklore, quoi. Donc voilà, aller faire les courses, surtout pour 6, il nous faut quand même une certaine quantité de courses. Donc on s'est retrouvé parfois avec un caddie à tirer sur la plage, à charger dans l'annexe où il n'y a plus de place pour rentrer. Enfin bon, c'est assez folklore, comme je disais. Pareil, alors nous, on a un bateau d'une vieille génération et du coup il y a beaucoup moins de volume et d'espace que dans les bateaux récents.
Donc on n'a pas réussi à rentrer une machine à laver. Donc je n'ai pas de machine à laver et ça c'est vraiment compliqué. Franchement, avec 4 gamins, ne pas avoir de machine à laver, c'est pas simple. Donc c'est pareil quand on est au mouillage, ça veut dire qu'il faut charger l'annexe, qu'il faut trouver une laverie à chaque fois qu'on arrive quelque part. Ça c'est vraiment, on va dire que les poubelles et la laverie, c'est la mission de découverte première. Donc le nombre de fois où on est obligé de se trimballer des sacs de vêtements à laver au travers de la ville pour trouver une laverie. Pareil pour les sacs poubelles, trouver des poubelles, ça paraît bête, mais il n'y a pas toujours des poubelles partout. Donc parfois, ça nous est arrivé de marcher une demi-heure avec les sacs poubelles à la main pour trouver une poubelle. Donc voilà, et en même temps, c'est ça qui est génial parce que tu vois, ça me fait rire parce que c'est sur le moment parfois, il y a des moments où on peut en avoir marre et puis en même temps c'est des souvenirs incroyables et puis ça apprend une telle débrouillardise, un tel lâcher prise. Voilà, ça apprend à se contenter de ce qu'on a et puis à réaliser que oui, on a beaucoup de confort quand on vit à terre et que les êtres humains l'ont pas du tout toujours eu et que même nous avec bateau, il y a quand même un confort qui est pas si mal que ça. Donc c'est voilà, on a un petit espace aussi. Donc il faut gérer la cohabitation dans ce petit espace. Tout est mesuré. La consommation d'eau est mesurée, la consommation d'électricité est mesurée aussi. Alors là, on est au port, donc on peut être branché au quai. Mais quand on est au mouillage ou en mer, on fonctionne qu'avec les panneaux solaires, donc on est autonome en énergie. Mais les jours d'ensoleillement, globalement, tout va bien. Mais les jours où il y a moins d'ensoleillement ou les jours d'hiver, eh bien, quand le soleil se couche tôt, on peut être vraiment à court d'électricité. Donc voilà, tout doit être calculé. On ne doit pas faire une consommation démesurée d'électricité. Ça nous est arrivé d'éteindre le frigidaire en pleine nuit, par exemple, parce qu'on n'avait pas assez d'énergie. Et encore, on a vraiment pas mal d'énergie. Mais donc voilà, tout est calculé en fait. Donc c'est une expérience très intéressante pour ça, vraiment. Ouais. Et pour l'eau, comment ça se passe? Vous avez un système de filtration de l'eau de mer ou ça marche comme dans un camping-car et il faut remplir des réservoirs? Non, nous alors c'est pas tous les bateaux en ont pas, hein. Enfin la majorité des voyageurs comme en ont. On a un dessalinisateur, donc c'est-à-dire c'est un appareil, mais là c'est pareil, il fonctionne avec beaucoup d'énergie. Donc si on n'a pas assez d'énergie, le dessal peut ne pas marcher. Mais en fait c'est un appareil qui puise l'eau qui est autour de nous et qui la dessale et du coup qui peut être utilisé comme de l'eau sur un ponton, quoi. Donc après on a un système de filtre pour stériliser l'eau pour qu'on puisse la boire, pour qu'elle soit saine. Mais donc voilà, l'eau aussi est mesurée évidemment. Quand on est là, c'est pareil. Quand on est au port, on a l'eau courante. C'est pour ça que quand on voit des bateaux dans un port, on voit souvent les gens nettoyer leurs bateaux, mais c'est parce qu'on en profite en fait. Quand on arrive au port, on profite de l'eau à disposition pour pouvoir nettoyer les bateaux, parce que quand on est au mouillage, on peut pas. On n'a pas assez d'eau. On a de l'eau pour déjà se laver, et pour boire et cuisiner, mais pas plus. Quel itinéraire du coup vous avez fait là sur les 2 dernières années? Donc notre port où on faisait les travaux était près de Marseille. Donc on est parti de là-bas. On est parti vers l'est de la France. On a traversé vers la Corse. On a fait tout le pan ouest de la Corse. Ensuite, on est passé en Sardaigne, mais on aurait aimé faire plus en Sardaigne, mais on n'avait pas le temps parce qu'on était déjà bien avancé dans l'été. Et donc, on est resté juste au nord-ouest de la Sardaigne pour traverser vers les Baléares. Donc, on a fait les Baléares, on a rejoint la côte espagnole. Donc là, on a longé toute la côte espagnole jusqu'à Gibraltar.
où là, on en a beaucoup profité. On a même loué un camping-car et on a fait un road trip pour faire toute l'Andalousie parce qu'on voulait vraiment pas passer à côté de ça. Ensuite, à Gibraltar, on est resté un petit moment aussi parce qu'on a adoré cet endroit-là. Et puis, on a traversé vers le Maroc. Donc là, on a fait 2 escales en bateau au Maroc. La première à Tanger, donc juste en face de Gibraltar. De là, on a fait pas mal de road trip dans le nord du Maroc. Et puis après, en bateau, on est descendu vers Agadir, donc beaucoup plus au sud. Et là, à nouveau, de Agadir, on a fait plusieurs road trips dans, on va dire, le centre du Maroc. Oui, du coup, quand tu dis que vous faites des road trips, comment vous organisez ça? Vous laissez donc, j'imagine, le bateau dans un port et vous partez longtemps? Alors, c'est une bonne question parce que ça dépend des conditions météo. Et puis ça dépend du port. Par exemple, quand on était à Tanger ou à Gibraltar, clairement, le port était super bien protégé. Donc, on pouvait laisser le bateau en toute confiance. Et donc, on est parti une semaine à chaque fois sans problème. Après, c'est une question de budget, en fait, si tu veux, parce que louer une voiture ou louer un camping-car. Alors, on avait loué un camping-car parce que ça nous revenait moins cher de louer un camping-car que de louer une voiture pour 6 et des hôtels tous les soirs pour 6. Donc, et puis en plus, ça tombait bien. On avait envie d'avoir une expérience de camping-car, c'était chouette. Mais après, au Maroc, les logements étant très très peu chers, là, on a loué une voiture en fait, et on a dormi dans des locations. Et on est parti une semaine aussi depuis Tanger. En revanche, quand on était à Agadir, le port était très mal protégé, avec la houle qui parfois rentrait dans le port, et là c'est très dangereux. On en avait payé les frais quelques jours avant, et même le bateau avait cogné le ponton, donc on n'était pas du tout tranquille. Et donc en fait on n'était parti que 4 jours, en fait, le temps de pouvoir calculer la météo et avoir l'assurance que il n'y allait pas avoir de houle qui allait rentrer dans le port. Mais on voulait pas le laisser plus, et ça a été d'ailleurs la petite déception, parce qu'on aurait adoré aller dans le désert, par exemple. Mais en fait, les distances au Maroc sont énormes, et d'aller dans le désert, ça nous aurait pris plus que 4 jours aller-retour. Donc, on n'a pas pu aller dans le désert au Maroc à cause de ça. Donc voilà, on s'adapte tout le temps. Hein. Finalement, on est obligé de faire avec les conditions. Les conditions météo, beaucoup. Quand on est en bateau, encore plus que quand on est avec un autre moyen de transport. Et puis avec les conditions du pays. Voilà, c'est une adaptabilité permanente. Et donc là, excuse-moi, je t'avais coupé du coup sur la suite de l'itinéraire. Après Agadir, du coup, vous avez continué de descendre. Et donc depuis Agadir, on a traversé vers les Canaries. Et les Canaries, c'est à peu près en face du coup? Oui, c'est un petit peu plus en dessous. Ou... Ouais, un petit peu plus en dessous. Ah, okay. C'était à 2 jours de navigation. Donc du coup, on est arrivé à Lanzarote. On est resté 6 mois à Lanzarote, donc le temps que notre aîné passe son bac, comme je te disais. Et puis l'été dernier, on a quitté Lanzarote. On a navigué dans toutes les îles pendant 4 mois. Donc là, on a fait toutes les îles Canaries. C'était fantastique, et ça, on était vraiment contents, parce que c'est vrai que les îles Canaries, alors la majorité des voyageurs en voilier partent 1 an finalement, c'est 1 an sabbatique. Et donc les Canaries, en fait, c'est vraiment la route des Alizés, si tu veux, quand on part depuis Gibraltar ou depuis la côte atlantique. On descend vers les Canaries de toute façon, on fait escale là, et après, soit on part directement aux Antilles, soit on descend vers le Cap-Vert et puis les Antilles. Et donc les Canaries, pour ceux qui partent 1 an, c'est juste une étape, mais hyper rapide en fait. Ils passent, ils tracent et puis ils continuent. Peu sont ceux qui restent vraiment aux Canaries. Et en fait, c'est vraiment chouette que le programme du bac de notre fille finalement nous ait un peu contraints à aller plus doucement, parce qu'on se serait peut-être pas arrêté si longtemps sinon. Et c'est merveilleux, les Canaries. C'est vraiment des îles géniales. On a navigué là pendant 4 mois dans toutes les îles. On les a toutes visitées. On a vraiment adoré.
Et puis, on devait, là, à l'automne, continuer vers le Cap-Vert. Et on a eu un nouveau changement de programme, pas drôle du tout, parce que en fait, toujours notre fille aînée, la pauvre, elle souffle vraiment du mal de mer. Elle n'a pas réussi à le passer du tout. Et donc, quand on a repris la mer après les 6 mois à Lanzarote pour faire le tour des Canaries, elle a été malade comme un chien. En fait, chaque navigation et même chaque mouillage était un calvaire. Un calvaire, c'est-à-dire qu'elle passait son temps allongée à rien pouvoir faire d'autre. Et donc moi, rapidement, je me suis dit, mais c'est juste pas possible, on peut pas continuer dans ces conditions-là. Ça a été très, très difficile à faire accepter à Yvan, qui lui, non seulement il avait envie d'avancer, il avait envie de continuer, et puis tous les gens qu'on rencontrait continuaient. Et on s'était fait des super copains, et eux, ils continuaient. Donc ça a été vraiment hyper douloureux de s'arrêter, mais on a essayé de voir le positif. Et en fait, c'est génial. Voilà, on a des regrets aussi parce qu'on aurait aimé continuer d'une certaine façon, mais en même temps, là, on est du coup quelques mois de plus aux Canaries, finalement jusqu'à l'automne prochain, où on continuera vers le Cap-Vert et le programme que l'on voulait faire. Donc avec un an de décalage finalement, et finalement ces mois de pause supplémentaires aux Canaries nous permettent justement de travailler à fond, là, de développer notre activité professionnelle. Ils permettent à notre aîné de vivre sa dernière année avec nous, parce que c'est pas rien quand même la dernière année dans la vie d'un enfant, dans sa famille. Donc elle vit sa dernière année avec nous en paix et contente d'être ici, alors que sinon elle aurait vécu un véritable calvaire. C'était pas du tout l'objectif de notre voyage, évidemment. Donc voilà, tu vois, on est obligé en fait de régler et d'ajuster nos voiles en permanence. Et finalement, c'est ça qu'on cherchait. En fait, je parlais d'allègement tout à l'heure. C'est vraiment de s'alléger aussi avec des contraintes inutiles. C'est-à-dire qu'on se met un programme de voyage, mais finalement, ça peut vite devenir une contrainte terrible de se mettre un programme de voyage, alors que c'est beaucoup plus allégeant de se laisser porter et de se dire, voilà, on a des imprévus. Sur le moment, on n'est pas très content. Mais ça fait suer. Voilà, sur le moment, ça fait suer. Franchement, ça fait suer. Yvan, il a eu du mal à digérer la pilule. Il a fallu que je sois vachement diplomate pour essayer de. Tu sais, j'avais préparé mon truc pendant une semaine. Je faisais que réfléchir. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir lui présenter les choses de façon à ce qu'il voit le positif de rester ici une saison de plus. Et j'avais trouvé plein d'arguments. Qui était le fait de se poser, et puis là tu vois il est parti, il est une semaine en navigation parce qu'il aide un bateau à remonter à Tanger, donc voilà, je voulais qu'il ait des expériences de navigation parce que je savais qu'il avait besoin de ça aussi, et donc finalement c'est très bien, on va aussi faire d'autres travaux sur le bateau parce qu'il en a besoin, et c'est comme ça, et c'est toujours tout ce qui arrive a une raison et a du positif. Donc voilà, et la suite du programme, donc à l'automne normalement on part vers le Cap-Vert. On aimerait faire le Sénégal, mais ça dépendra aussi du contexte politique. Et puis après, on traverse vers le Brésil. Et là, pareil, très doucement, on remontera vers les Antilles, mais sans se presser, d'autant plus qu'on aura notre deuxième, qui elle aussi aura le bac l'année prochaine. C'est vrai qu'on est parti aussi, ce que peu de familles font, on est parti avec des grands ados. Et c'est vrai que je comprends que les gens ne partent pas après le lycée, parce que c'est plus compliqué, clairement. Il y a un programme, il y a des examens à passer, il y a quand même une charge de travail beaucoup plus importante qu'au primaire et au collège. Donc c'est plus lourd, c'est sûr. Et donc là, l'idée pour votre fille aînée, c'est qu'elle puisse s'installer en Angleterre à l'automne, quoi, enfin, pour la rentrée de septembre ou. Oui, tout à fait. Là, je l'accompagnerai fin août, début septembre là-bas pour s'installer. Donc tout n'est pas encore acquis, mais enfin a priori là son dossier est en route, il n'y a plus que le visa à avoir, donc normalement tout est bon. Donc voilà, je reviendrai sans elle sur Eagle, ça va encore être une étape pas simple, mais c'est la vie, c'est la vie, sauf que c'est vrai que je pense que au fond, j'aurais aimé être plus proche de mon enfant une fois qu'il est parti de la maison, pouvoir savoir que je suis là s'il y a quoi que ce soit. Mais bon, voilà, on a fait des choix, on les assume.
Bon, quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours être là quand même, parce Tout que à fait. malgré, enfin, peut-être à part les 10-15 jours de transatlantique, je sais pas combien de temps ça Oui, dure. Bon, après, le monde n'est plus si grand. exactement. Et puis on a des très bons amis qu'elle connaît qui sont là. Et puis bon là, ça bifurquerait de sujet, mais les études en Angleterre sont extraordinairement faites. Du coup, elle sera intégrée à un campus. Les jeunes étudiants sont beaucoup plus encadrés qu'en France. Donc, tu vois, je vais pas avoir cette inquiétude-là. Bon, et puis tu sais, je crois que dans toutes les familles, c'est quand même une transformation profonde. C'est un changement très important, peu importe le contexte, d'avoir son premier enfant qui quitte le nid. Donc voilà, pour vous, ça sera un petit peu différent que pour la majorité des gens, mais bon, de toute Bien façon, sûr. c'est une étape, quoi. Bien sûr, et puis elle, tu vois, elle réalise son rêve, elle le veut tellement, et ça c'est Ouais, magique. C'est pour moi, ouais, elle est bien avec ce qu'elle veut faire, et c'est aussi justement l'exemple de notre, non pas de notre voyage, mais du fait d'avoir réalisé un rêve et qui était pas facile à ouais. mener, mais d'avoir réussi, ben, qui lui donne aussi cette force-là. Donc ça c'est vraiment bien. Donc non, elle est vraiment contente avec ça, c'est le plus important. On s'était dit aussi qu'il y avait un sujet quand même très important dans votre voyage, c'est justement l'importance de recréer une routine dans votre quotidien. Alors quand on part en voyage, souvent on a envie de tout faire péter, de pas avoir de routine et de sortir de sa zone de confort en permanence, etc. Mais au bout d'un moment, bah, c'est plus possible. Alors en plus, moi tu l'as dit, on l'a dit plusieurs fois là au cours de la conversation, il y a un impératif d'instruction pour les enfants et puis un impératif professionnel pour vous. Comment est-ce que vous arrivez du coup à jongler avec ces impératifs-là qui sont peut-être un petit peu moins marrants, en tout cas qui sont pas la facette de la médaille qui fait rêver quand on est en voyage. Comment vous arrivez à jongler avec tout ça? Bah, on a encore du mal. Tu touches du doigt, je pense, ce que je dirais être la partie la plus difficile pour moi. Parce qu'effectivement, comme tu dis, jongler, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a plein de casquettes. On est à la fois parent, mais en plus d'un parent classique, on a la responsabilité de l'instruction, ce qui est quand même énormément de travail. Et puis là, on a aussi en plus effectivement à travailler. Donc ça fait vraiment beaucoup. Et depuis le départ, c'est vrai qu'au départ du voyage, surtout dans la période de travaux, si tu veux, on avait mais tellement de travail avec les travaux que le programme, comment dire, la routine qu'on avait à terre, on était encore à terre justement, mais on avait déjà changé de vie et on était dans les travaux tellement forts que la routine qu'on avait avant, bah, elle a complètement volé en éclats. Donc ça n'a pas été grave, on a réussi à compiler avec. Mais une fois qu'on a été en mer, on est encore passé à un autre stade et surtout on est passé au stade où le moindre programme que l'on a pu mettre en place va voler en éclats à cause du voyage et notamment du voyage en bateau parce qu'il y a la météo dont on dépend. Et finalement, c'est elle qui nous dirige. Donc, on est sans arrêt en train de faire le programme en fonction de la météo, mais qui ne sont que des prévisions. Donc, à la rigueur, on prévoit en se disant, bon, bah, on va faire ça, et puis finalement, dernière minute, c'est pas comme ça parce que ça a changé. Et puis, il y a les rencontres, parce qu'il y a d'autres bateaux qui arrivent et qui, souvent, c'est vrai, n'ont pas la contrainte qu'on a, nous, de travailler à bord. La majorité sont quand même vraiment en année sabbatique. Donc, ils sont vraiment dans le voyage à fond. Et c'est vrai qu'on a réalisé au bout d'un moment qu'on peut pas avoir leur rythme à eux. Il y a aussi beaucoup de retraités qui, alors, eux, n'ont plus d'enfants et n'ont plus de travail et ils sont dans le voyage 100%. Et il y a des moments où on s'est retrouvé à se dire mais là c'est plus possible, il faut qu'on dise stop, qu'on se pose parce qu'on disjonctait en fait, il y en avait trop à gérer et ça a vraiment été là notre conclusion de fin d'année parce qu'on fait vraiment un gros bilan de fin d'année depuis toujours, mais là cette année c'était ce besoin de remettre une forme de routine en place, un cadre en fait, à la fois pour les enfants aussi, parce que finalement, un enfant qui n'a pas de cadre, ben on réussit
on réussit pas à le cadrer, justement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens, comme il sait pas à quelle heure on va commencer. Finalement, il veut jamais s'y mettre. Tu vois, donc l'école à la maison était devenue vraiment compliquée. D'autant plus qu'il y a toujours mieux à faire, évidemment, parce que il y a la mère à côté, il y a toujours plein de trucs, si tu veux. C'est pas comme quand tu es en classe et que tout le monde à côté de toi est assis et que de toute façon tu n'as pas le choix. Là, il y a le choix, il y a un cadre incroyable qui est sans arrêt à les distraire. Et donc, franchement, c'était très très compliqué. Et c'est aussi pour ça ça a fait partie de mes arguments pour convaincre Yvan de rester une saison de plus, qui était que de remettre un peu de cadre, un peu de routine, mais au regard de ce qu'on avait vécu et donc d'un cadre que on savait pouvoir tenir, tu vois. Donc là, on a vraiment, depuis le début de l'année, on a énormément travaillé ça a été colossal comme travail pour cloisonner plus à la fois l'école des enfants, à la fois notre travail à nous. Et je parle de cloisonnement parce qu'il y a aussi un problème de cloisonnement physique, c'est-à-dire qu'on est dans un tout petit espace. Heureusement, on a la chance d'avoir un bateau où on a des tout petits bureaux, mais bon, c'est pas très confortable. C'est petit, mais au moins on est quand même cloisonné. Avec des cloisons qui sont comme des feuilles de papier, hein, c'est pas des murs d'une maison, c'est des cloisons de bateau, donc on entend beaucoup plus. Donc voilà, on avait besoin de ce cloisonnement. Et donc c'est vraiment l'objectif là de pouvoir se recadrer et se rebooster dans nos travails respectifs les uns les autres, de mieux se répartir aussi avec Yvan au niveau de l'école à la maison. Et là, à tel point que on a eu l'idée dernière minute, vraiment comme si une mouche nous avait piqué. On est donc là au mois d'avril et on a inscrit les enfants à l'école publique ici aux Canaries pour les 3 derniers mois de l'année. Et donc c'est vraiment la nouveauté. Mais en fait, on l'a fait d'abord parce qu'on s'est dit que ça serait une expérience absolument incroyable pour eux. Et que ça s'inscrivait très très bien dans l'école à la maison, justement, parce que ça va être des apprentissages formidables. Ils vont parfaire leur espagnol. Alors ils sont déjà bilingues, nos enfants, parce qu'Yvan est péruvien, mais bon, c'est quand même pas leur langue maternelle. Donc là, le fait de tout faire en espagnol, ça va être vraiment une chance pour eux. Ils vont apprendre des tas de choses. Ils vont se faire encore une fois des copains dans les lieux où on va. Donc ils ont un peu des copains dans toutes les cultures là qu'on a traversées. C'est vraiment chouette. Et puis il y avait aussi ce besoin, tu vois, de remettre du cadre. Et moi là, depuis une semaine qu'ils sont à l'école, d'avoir des matinées pour moi où je sais que j'ai rien à faire d'autre que mon travail à moi. Voilà, je sais que j'en ai que pour 3 mois, mais déjà je vais bien en profiter. Et puis, je pense que ça va nous réobliger à avoir cette discipline du lever à telle heure. Ça paraît fou hein, de se dire, mais justement, on part pour pas avoir de contraintes, le fameux métro boulot dodo que personne ne veut. Mais en fait, ce qui est très intéressant dans notre expérience, c'est que quand tu expérimentes vraiment le chaos, c'est-à-dire aucune routine, tu réalises que c'est pas vrai que la routine est mortelle. Au contraire, elle est vitale, la routine. On a besoin de cette discipline, surtout quand on est en famille. Quand on est tout seul, je pense que c'est déjà peut-être moins impératif. Et encore que je pense qu'on a quand même besoin d'un cadre, en tout cas d'une discipline personnelle. Mais quand on est en famille, qu'on a à travailler, qu'on a l'école, qu'en plus on a des âges différents, avec une jeune fille qui passe le bac, qui a besoin de réviser, on est obligé d'avoir cette routine. Je me demandais ce que tu as dit, on va recréer une routine à la lumière de ce qu'on a vécu et dans l'objectif que ça soit pérenne en fait, que vous puissiez après quand vous repartirez en navigation, que vous puissiez faire perdurer ce modèle. Mais si les enfants sont à l'école, là, du coup ça va pas être pérenne. Ils vont revenir sur le bateau. Non. Oui, mais parce qu'en fait, c'est depuis le début de l'année. Si tu veux, on l'avait déjà remise, cette routine. Donc, ça veut dire qu'on se réorganisait mieux au niveau de l'école à la maison, au niveau des horaires. Et là,
on a poussé le bouchon, on va dire, en les mettant à l'école, mais on avait déjà organisé une autre routine que celle d'avant sur le bateau. Et puis surtout là, le fait, donc c'est les 2 plus jeunes qui vont à l'école seulement, ils étaient jamais allés à l'école de leur vie, ils étaient allés juste une année en maternelle quand ils étaient petits. Ah oui, parce qu'on avait commencé l'école à la maison quand ils étaient tout petits, donc finalement ils avaient fait une année de maternelle chacun, mais c'est tout. Et donc là, on s'est dit aussi que ça serait intéressant, tu vois, de leur montrer ce cadre et ce rythme scolaire qu'ils n'ont jamais eu. En se disant que voilà, ils allaient au moins mieux comprendre quand on leur parle d'horaire et tout ça, tu vois, parce que on sentait que c'était plus compliqué pour nous de leur faire comprendre ça, puisque ils avaient jamais eu vraiment un rythme. Alors j'exagère parce que quand on était à terre, on avait un rythme plus régulier, mais en tout cas là, depuis qu'on est sur le bateau, c'était vraiment compliqué. Donc voilà. Et puis tu vois. Là, maintenant, on se lève tôt parce qu'on part à 7h30 le matin pour aller à l'école. Et en fait, c'est tellement agréable. Finalement, c'est agréable. donc voilà, on verra effectivement quand on repartira sur notre rythme de voyage, mais je pense qu'il y aura une empreinte. Tu vois, c'est plus une question d'empreinte et puis de volonté, puisque depuis le début de l'année, on est vraiment dans cette dynamique. On a mis en place aussi des moments de sortie tous les deux. Tu vois, on s'est imposé avec Yvan une sortie par semaine tous les deux, on va dire en amoureux le soir. Et on a plusieurs entrevues, on peut dire, de boulot et de travail, mais à des horaires fixes, tu vois, et on essaye de s'y tenir. Parce que finalement, quand tu te mets pas une discipline comme ça, tu as toujours un bon prétexte pour ne pas le faire, surtout en voyage. Et en fait, ça nous fait un bien fou. Donc là, comment ça s'est matérialisé depuis janvier? Oui. Ça se matérialisait comment? Du coup, mettre un réveil le matin et des horaires d'école et de travail définis et respectés? Oui, plus cadré. Alors, pas aussi tôt que là avec l'école, mais moi, j'aimerais bien le faire continuer après comme ça, parce que je pense que c'est vraiment pas mal. Mais voilà, des horaires définis, de temps de classe, on va dire, et puis après des distributions différentes aussi entre Yvan et moi, parce qu'en fait, avant, on faisait plutôt l'école à la maison tous ensemble tous les matins, et là, moi, j'ai vu que j'avais vraiment besoin de temps pour moi, donc en fait, on s'est dit, c'est une journée, c'est toi qui fais l'école à la maison, un matin, c'est toi, et du coup, moi, je fais rien de l'école à la maison. On n'a pas le droit de me déranger, tu vois. Et ça, c'est vraiment agréable. Et donc, on alterne. Et ça marche? Oui, ça marche, vraiment. Ça marche, maman n'est pas là, quoi. T'as vraiment... Oui. Il y a eu ça arrivé quand même quelques fois qu'ils viennent tester, mais non, je suis pas là. Puis je mets mes boules caisses. J'ai mis mes boules caisses et puis je me fais entendre si. Mais non, globalement, ça marche. Ils ont compris. Ils ont compris parce qu'ils m'ont vu aussi vraiment au bout du rouleau. Hein. Je suis pas le genre à cacher mes émotions et justement parce que je pense que c'est important qu'ils voient. Donc non, ils sont bien conscients de la difficulté que c'était. Et voilà, donc plus de répartition, plus d'horaires. On a réparti les rôles, des tâches aussi, tu vois, mieux, des tâches de chacun dans le bateau. Donc, je pense honnêtement qu'on pourra continuer sur un rythme. Alors, bien sûr, pas avec l'école, mais de ce qu'on avait mis en place début janvier, c'était vraiment, ça roulait. Et ça devrait pouvoir tenir. Et même si, à un moment, ça va voler en éclats, parce qu'on va être, par exemple, si on va être en mer pendant une semaine dans une traversée, clairement, on fera pas ce rythme-là parce qu'on peut pas. On a des rythmes de quart puisqu'on doit avoir une veille 24 heures sur 24. Donc là, on n'assure pas ce rythme-là. Mais au moins, comme il a été instauré déjà, on va pouvoir le reprendre après. Tu vois, c'est comme s'il y avait un modèle. C'est comme s'il y avait déjà quelque chose de créé. Ouais. Et ça, c'était important pour nous. Donc c'est là où c'est bien, c'est que c'est une vraie... c'est une routine, ce sont des contraintes, mais que l'on s'est fixé nous-mêmes. Et finalement, c'est ça vraiment la liberté, je trouve. C'est quand
quand on te fixe plein de contraintes que tu n'as pas décidées, tu te sens complètement emprisonné dans ces routines-là. Et c'est là où on dit que la routine peut être mortelle. Mais quand tu as expérimenté que tu avais réellement besoin d'une routine, à la fois pour ton équilibre biologique et puis pour l'équilibre familial et l'entente générale, et que tu la mets en place en conscience et pour le bien-être du groupe, dans ces cas-là, la routine, elle est absolument nécessaire et tu es libre quand même, puisque c'est toi qui as choisi ça. Donc c'est intéressant comme expérience aussi, vraiment. Ça fait partie, tu vois, de ce que je disais au début, c'est que, en fait, c'est notre ancre. C'est vraiment le pourquoi on a fait ce voyage. C'était aussi pour apprendre plein de choses, pour le voyage intérieur, pour les apprentissages de vie. Eh bien, ça, c'est un apprentissage de vie formidable, je trouve. Et donc, on y est en plein. Donc, voilà, ça fait partie des moments difficiles que j'ai pu traverser, où du coup, revisionner le pourquoi je suis là m'a permis de le vivre sereinement malgré tout, et surtout de mettre en place des choses pour pouvoir, non pas abandonner, mais continuer, mais mieux, autrement. Écoute, je bois tes paroles, Marion. Je trouve que, en plus, c'est parfait. J'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Tu vois, au début de l'épisode, je t'ai demandé pourquoi vous aviez choisi ce changement de vie. Tu l'as vraiment bien expliqué parce qu'en plus, vous avez vraiment pris le temps. Vous avez eu le temps. Peut-être à un moment, vous l'avez subi, mais en tout cas, vous avez pris le temps de faire cette réflexion. Et finalement, là, tu vois, on vient de passer un peu en revue, forcément très rapidement, mais les 2 ans que vous avez passés en mer, les presque 3 ans que vous vivez sur le bateau. Et finalement, tu y reviens. Donc, c'est très fort, quoi, comme message. Ouais. Je te propose qu'on termine franchement, sur cette vraiment belle parole que tu as dit sur la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Et c'est aussi ça, la liberté, qu'on va chercher en voyage. Finalement, c'est tout à fait différent. La routine, comme tu le disais, avec des contraintes que d'autres nous imposent, versus celles qu'on se choisit, nous, pour notre propre équilibre, quoi. Exactement. Oui. Non, c'est une expérience vraiment, vraiment intéressante. Je vous souhaite un merveilleux voyage, Marion, à toute la famille. Allez, encore une belle saison du coup dans les Canaries. Et puis je suivrai la suite de votre voyage. Pour nos auditeurs aussi qui voudraient suivre un peu votre aventure, du coup, les réseaux sociaux. L'Ancre et les voiles, c'est ça? Oui, voilà, L'Ancre et les voiles sur Insta, sur Facebook. Comme d'habitude, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Je voudrais vraiment beaucoup te remercier, Marion, pour cet échange vraiment très, très enrichissant. J'espère que voilà, ça aura traversé le micro et que ça aura vraiment parlé aussi à nos auditeurs. Un immense merci. Écoute, merci à toi. Je suis vraiment ravie d'avoir pu partager ça. Ça faisait partie de notre ancre, justement. Donc, merci à toi de m'avoir donné cette occasion et bonne continuation à ton podcast très sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'ai trouvé vraiment très très inspirantes les réflexions de Marion sur ce changement de vie qu'ils ont initié, les difficultés qu'ils ont rencontrées, l'équilibre qu'ils cherchent à atteindre pour que toute la famille soit bien. Un immense merci Marion pour ton témoignage. Je vous souhaite évidemment un très beau voyage et une belle vie sur les mers. Chers auditeurs, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu, vous a éclairé si vous aussi vous envisagez de folles aventures comme Marion et Yvan. En tout cas, vous pouvez retrouver Marion sur donc, les réseaux Instagram et Facebook. Le pseudo, c'est l'Ancre et les voiles, tout attaché. Et puis, quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Et d'ici là, si vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et des gentils commentaires et de partager votre écoute sur vos réseaux et dans la vraie vie. C'est très important pour nous. Un immense merci et à très bientôt.